Nous sommes le 13 février 2020, on vous propose notre 245e épisode. Nos chroniqueurs vont, comme toutes les semaines, partager avec nous le résultat de leur veille web et technologie selon leurs affinités personnelles. C'est ainsi qu'on ne parlera pas de la Saint-Valentin, mais bien du coronavirus et de ses conséquences technologiques. On ne parlera pas de la tempête Chiara ou Dennis, mais bien de musique programmée grâce à Excel. On ne parlera pas non plus de la journée mondiale de la radio, mais bien de celle des femmes dans la science. Il ne sera pas question cette semaine des ratages de Le Live, mais bien d'une loi encadrant les enfants influenceurs. Vous avez déjà à ce stade quelques bonnes raisons de nous gratifier d'un pouce vers le haut ou de quelques étoiles et de partager tout cela dans vos réseaux sociaux. Merci de nous accueillir donc et bonne écoute. C'est le 245e épisode déjà des Techno avec deux chroniqueurs. Cette semaine, nous avons d'un côté Sébastien qui lève la main et de l'autre, nous avons Xavier qui ne lève pas la main. Non, mais il éternue. Il est malade. Il lui arrive d'éternuer et de tousser sur les gens en rue et ça fait beaucoup peur. Hein. Il faut être très très clair. Donc voilà. On va en reparler. On aura l'occasion certainement d'en reparler dans cet épisode, évidemment. Je voulais avant toute chose remercier ceux qui ont contribué par leurs commentaires à l'épisode précédent et aussi à d'autres hors-séries passées, etc. Parce que c'est vrai que certains de nos hors-séries suscitent encore de temps en temps quelques commentaires et ils sont les bienvenus, bien sûr. Je veux parler de Nikum Hook, de William, de Yann Leroc, de Tiger Fab, de 626, de Thierry Fourneau, de Tuskener, de Angris Boy, Raphaël Vinet, le petit photographe, c'est pas normal, c'est un pseudonyme, de JVG ainsi que NumV2. Tout ça, ce sont des pseudonymes, ils se reconnaîtront bien sûr, quoi qu'il en soit. Tout ça pour dire qu'ils sont de plus en plus nombreux à nous laisser des commentaires et de plus en plus variés également. Les noms changent quand même chaque semaine, ce qui est plutôt rassurant. Xavier, vous voulez rajouter un petit truc rapide? Alors j'ai peut-être mal entendu, mais j'ai un gros doute sur le premier pseudo que tu as dit. Mais... Nikum Hook. Nico voilà. D'accord, oui, moi aussi. C'est une insulte, en fait. Oui, je sais bien. Mais bon, voilà, s'il veut se faire appeler comme ça, j'y peux rien, c'est son nom. Hein. Ça s'adresse pas à moi, ça s'adresse à lui. Voilà, mais il y a eu comme ça des commentaires. De temps en temps, j'avais bien compris. Oui, mais il y a des commentaires dont on parle pas toujours aussi, hein, ou des commentateurs qu'on exclut d'entrée de jeu quand il n'y a pas d'argument ou quoi que ce soit. Ici, si on l'a gardé, c'est qu'il avait dit un truc plutôt intelligent, normalement. Voir quelle réponse on a donnée, ça c'est une autre histoire. Je sais pas si Sébastien avait un truc en préambule, mois de février, tranquille. Non, oui, non, pas vraiment tranquille, c'est jamais vraiment tranquille chez... Non, c'est jamais tranquille. C'est jamais tranquille. Non, juste qu'on s'est pas vu effectivement depuis quelques semaines, je suis content de vous revoir, mais on se reverra quand même bientôt dans plein de trucs. Oui, effectivement, et on aura l'occasion d'en reparler d'ailleurs durant cet épisode, parce qu'il y a il y a des hors-séries qui s'en viennent. Vous le savez, dans l'histoire des technos, dans le passé, on vous proposait très régulièrement des hors-séries. Ici, on a fait une série de hors-séries, on va dire ça comme ça, hein, 5 petits épisodes, une quinzaine de minutes chacun, même des fois un petit peu moins, avec Sébastien, puisque Sébastien tenait absolument à parler d'un sujet qui lui tient à cœur, et on a rencontré quelqu'un qu'on interviewait, enfin que Sébastien interviewé, je tiens à le préciser, on aura effectivement l'occasion d'en reparler et ça s'en vient très prochainement d'ailleurs, on va diffuser ça dans les jours et les semaines qui... Non, elle est pas blonde, non, toujours la même chose. On peut passer à la première lettre. La première lettre de l'alphabet est, comme il se doit, la lettre A, et dans notre abécédaire, c'est A comme Apple, qui est condamné à 25 millions d'euros d'amende pour une vieille affaire. Xavier, peux-tu nous la rappeler ? Alors, si on revient sur l'historique, en fait, il y avait des personnes qui avaient constaté que leur téléphone, après certaines mises à jour, commençait à ralentir. Quand on dit téléphone, c'est les iPhones. Hein. Et le 21 décembre 2017, Apple a reconnu en fait publiquement avoir bridé ses téléphones. Et la justification, c'était de dire que dans le but de prolonger la durée de vie, il faut entendre la durée de vie de la batterie principalement. Ils ont limité l'utilisation des ressources du téléphone pour que la batterie soit préservée le plus longtemps possible.
Et donc, le 5 janvier 2018, il y a le parquet français qui a ouvert une enquête préliminaire suite au dépôt de plainte par l'association Halte à l'obsolescence programmée. Et il y a une décision qui a été rendue. Alors, ils n'ont pas obtenu totalement gain de cause, puisque bon, certains médias disent qu'ils ont gagné, mais en fait, le terme de obsolescence programmée n'a pas été retenu, parce que c'est pas du tout simple à prouver, en tout cas avec les normes européennes. Et en fait, ils ont été condamnés à pratique commerciale trompeuse plutôt qu'obsolescence programmée. Alors, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a prouvé que les détenteurs d'iPhone n'avaient pas été informés que les mises à jour du système d'exploitation, donc iOS, les versions, on parle des versions 10.2.1 et 11.2, donc ces mises à jour qu'ils installaient étaient susceptibles de conduire au ralentissement du fonctionnement de l'appareil. Alors, la condamnation, elle porte sur un montant de 25 millions d'euros et Apple a répondu qu'ils étaient heureux de l'issue qui avait été trouvée et qu'ils ont toujours eu pour objectif de créer des produits qui sont sûrs, qui sont appréciés de leurs clients et qu'un de leurs objectifs prioritaires était que les iPhones durent le plus longtemps possible. Alors, à côté de ça, il faut quand même savoir encore que même si c'est un jugement demi-teinte, quel que soit le côté dans lequel on se trouve, Apple risque quand même encore une amende de 17 milliards d'euros de la part de l'Union européenne pour les mêmes choses. Donc, voilà, c'est quand même pas tout à fait la même somme, un jugement important. Voilà. C'est un jugement important, mais en même temps, par contre, il y a matière à discussion quand il s'agit du traitement de cette information, parce qu'effectivement, on voit certains, tu l'as notifié d'ailleurs, hein, Xavier, certains nous disent « Ah oui, mais c'est une grande victoire, on a enfin, c'est la première fois qu'il y a un jugement pour obsolescence programmée ». C'est pas du tout le cas. Soyons clairs, hein, il y a à aucun moment dans le jugement il est question d'obsolescence programmée, ça tu l'as très très bien expliqué. Les plaignants évidemment tirent la couverture à eux en disant on a gagné, on est plus fort, alors que non, pas du tout, ils n'ont pas gain de cause puisque ce n'est pas considéré par la justice comme de l'obsolescence programmée. Après, on en a discuté un peu en off avant l'enregistrement, c'est vrai que c'était très cavalier de la part d'Apple d'agir de la sorte. L'explication qu'ils ont donnée après, on l'accepte ou on l'accepte pas, elle tenait debout, techniquement elle tenait debout, en tout cas commercialement pas du tout, hein, ça c'est tout à fait évident. Ça avait conduit, tu me l'avais rappelé d'ailleurs Xavier, à ce plan de remplacement des batteries qui a eu lieu pendant 1 an à peu près sur différents types d'appareils pour montrer patte blanche. Apple avait été jusque-là entre guillemets de permettre le remplacement de la batterie pour des sommes qui étaient à moindre coût et ça a permis à plein de gens de faire la modification dans un délai relativement raisonnable et de prolonger la vie de l'appareil. Et là, de nouveau, je me retourne vers l'actualité ou l'info, où l'association en question dit voilà, c'est une bonne chose aussi pour l'environnement parce que ça veut dire que les gens vont moins vite jeter leur téléphone, ce qui n'est pas nécessairement vrai, parce qu'avec un appareil qui est plus rapide, certes, mais qui se décharge plus vite, ils vont devoir le recharger plus souvent. Et donc, en termes d'environnement, on retourne à la case départ. Donc, l'argument là, il est un petit peu, il mériterait quelques calculs, mais il me semble un petit peu bancal également. Je ne sais pas ce qu'en pense Sébastien, qui fait une moue boudeuse dans son coin. Sébastien. Ouais, moi je suis pour plus de transparence. Je trouve ça d'une manière globale assez positif qu'on impose à Apple la transparence là-dessus. Bien sûr. Oui. Et d'un autre côté, je trouve ça pas mal non plus qu'Apple propose ce type de solution. Donc, je encouragerais les constructeurs à le proposer, mais à te balancer une notification en disant voilà, on te propose ça, est-ce que tu veux ou pas? Ouais, et chacun en âme conscience à le faire. Et donc, dans ce sens-là, ce serait vraiment une très bonne chose. Oui. Mais de là à parler d'obsolescence programmée et de jugement qui va dans ce sens-là, alors que ce n'est pas le cas, voilà, c'était sur le traitement de l'information. Hein. J'étais moi plutôt que sur le jugement lui-même, qui, ça se respecte. Moi, je suis un légaliste, je considère que, voilà, si des gens ont décidé que c'était comme ça, c'est que c'est comme ça. Mais sur le traitement de l'information, on sent qu'il y a ce petit côté putaclic, tiens, on va pouvoir taper
taper un peu sur Apple, ça marche toujours beaucoup mieux que quand on tape sur OnePlus ou LG ou une autre marque. C'est Apple quand même, et donc on va pouvoir leur enfoncer le nez un petit peu dans la terre. Je trouve ça un peu mesquin, et en plus c'est bourré d'invraisemblance, enfin pas d'invraisemblance, mais d'imprécision, en tout cas en ce qui concerne l'article, je tiens à le préciser, de Tom's Guide, qui a été manifestement écrit un petit peu avec les pieds. Soit dit en passant, c'est mon avis personnel, mais je le partage, vous pourrez le lire vous-même, puisque nous mettons les liens de tous les articles dont on parle, des news, etc. On les met dans la description de la vidéo que vous regardez ou du podcast que vous écoutez. Voilà, ça c'est dit. Un truc à rajouter, Xavier, Seb, non, oui? Non. Non. Je suis désolé d'avoir enfoncé le clou ou de l'avoir tordu. C'est comme ça, c'est comme ça. La lettre B comme business. Sébastien, Google vient de racheter Looker pour 2,6 milliards. Alors il faut que tu te rappelles ce que c'est Looker, ce que ça fait et ce que ça vaut, etc. Ça, il faut tout nous dire là sur le coup. Oui, c'est un peu pour ça que je le remettais, parce que tu vois, ils achètent plein de boîtes, mais quand ils claquent 2,6 milliards, ouais, c'est pas rien non plus. Ben non. Quoi qu'il y a d'autres boîtes en Europe qui font les rachats tout aussi importants, comme Worldline qui vient de racheter Ingenico, mais c'est aussi pour des sommes de plusieurs milliards. Donc. Mais voilà, ici on est sur. Quoi que c'est aussi du technologique, soit dit en passant. Et c'est de l'européen, Worldline et Ingenico, les petits français. Mais donc ici, c'est Alphabet qui a racheté Looker. Ouais. Looker. Ouais, c'est un peu bizarre comme nom. Et en fait, je connaissais pas directement, mais toutes les boîtes concurrentes, oui. Parce que Looker, c'est un concurrent de Tableau Software, Domo, Microsoft Power BI, Qlik. En fait, c'est quoi? C'est un outil qui vous permet de prendre vos datas, de les mettre dans un genre de tableau, parce que tableau est le nom est parfait pour ça. Et puis vous analysez les données, vous les croisez, vous créez des petits graphes, vous créez plein d'analyses. C'est prévu pour travailler avec énormément de data, c'est prévu pour des data analystes, et c'est des tools qui sont très utilisés dans le retail, dans le bancaire, dans toutes les industries qui génèrent beaucoup de data et qui doivent en sortir des analytics, des insights, de qu'est-ce qui se passe réellement, ou qu'est-ce que je peux en faire. Donc voilà, ça va clairement avec ce que Google essaye de faire. Donc c'est une acquisition qui me semble absolument logique. 2,6 milliards par contre, c'est quand même pas donné. Ouais. Mais surtout pour pas la boîte qui était leader dans le segment, mais voilà, ça va compléter leur offre, sans doute ça va compléter, si je dis pas de bêtises, leur offre de data, d'analytics, voilà, de création de dashboard, des choses comme ça, on imagine, sur du data qui est pas nécessairement non plus que de l'analytics, ça peut être aussi justement le data qu'ils collectent sur des recherches, sur tout le reste, quoi. Voilà, et ça, là, c'est un peu une question en filigrane dans l'article, et après qu'on peut très logiquement se poser, c'est que Google collecte énormément de data. Et effectivement, ils ont déjà une série d'outils comme Google Analytics et d'autres où vous pouvez analyser les données que eux ont collectées. Tu peux difficilement les croiser, c'est pas toujours évident. Et dans un autre outil, va-t'en extraire les données de Google. Tu peux sortir quelques trucs, mais c'est pas non plus trivial. Est-ce que du coup, ils vont pouvoir permettre un outil sympa qui va te permettre de toi-même pousser tes data tout en restant chez toi et analyser ça avec ce que tu vas récupérer de chez eux? Ça peut être sympa. Ils ont déjà d'autres trucs, hein. C'est pas les premiers outils qu'ils ont d'analytics. Ils ont le Google Cloud BigQuery, ils ont plein de trucs, hein. Ouais. Mais ceci étant dit, connaissant un peu la maison, je ne sais pas si tout le monde sera très rassuré de confier ses propres data à leur outil d'analyse, si tu vois ce que je veux dire. Parce que c'est souvent ce qu'on fait. Tu parlais de Power BI, par exemple. Ça traite des données confidentielles, normalement. Hein. J'ai pas de bêtises. Donc, ici, est-ce que les grosses entreprises vont avoir envie ou vont avoir confiance suffisamment en Alphabet, plus qu'en Google, sur le traitement de ces informations? T'as plus beaucoup d'outils quand tu regardes Tableau ou même ou les autres. Qlik, tu deviens très rapidement sur de l'héberger. C'est assez rare que sur du cloud, c'est assez rare que tu fasses tourner ton truc toi-même. Il y a des licences il y a moyen.
mais pour les grosses licences, les grosses boîtes, mais la plupart vont aller sur de l'hébergé. Donc, oui, donc il n'y a pas de trou dans la raquette. Voilà, ça part pas. Il peut toujours y avoir. Si, tu peux toujours y avoir. Tu donnes tes datas sur le web, hein, donc certaines boîtes ne seront pas directement très positives à ça. Mais je ne sais pas, par contre, je connaissais pas bien Looker ici. Je ne sais pas s'ils ont la possibilité d'avoir quelque chose hébergé chez toi. Je suppose que oui, en tout cas la compétition le fait, j'ose espérer qu'ils le font aussi. Si vous connaissez Looker, que vous l'utilisez, que vous avez un élément de comparaison aussi, hein, n'hésitez pas à le rajouter dans les commentaires. On est demandeur d'infos sur ce domaine. Je ne sais pas si Xavier a une petite expérience dans ce domaine-là ou pas, ou pouvoir apporter une petite pierre à l'édifice. Donc voilà. Donc c'est quand même une grosse acquisition. Le montant est quand même assez impressionnant. Oui, ça pique, hein. Ça pique quand même un petit peu. Donc voilà, pour une boîte qui n'est pas leader dans le domaine, mais ça ne leur enlève sans doute rien aux qualités du produit. Hein. C'est pas maintenant, ils seront leaders. Hein. Maintenant, ils seront leaders. Du coup, ça, c'est fait. Ça, c'est terminé, c'est plié. On peut passer à la suite. On saute le C pour aller à D. D comme drone, Xavier. Quand la Chine utilise des drones contre le coronavirus, ou en tout cas pour le débusquer, j'ai envie de dire. C'est ça. Donc voilà, les drones, c'est un des sujets que j'aime bien. Et ici, j'ai vu une news passer. Donc en fait, la Chine a déployé des drones avec des caméras thermiques pour scanner les villageois et donc les zones avec des populations dans des endroits parfois peu accessibles. Et le but, c'est de détecter s'ils sont susceptibles d'avoir contracté le coronavirus. Alors les drones peuvent mesurer la température corporelle et donc ils vont suggérer aux autorités les personnes qui peuvent être porteuses. Et donc, les drones sont aussi équipés pour certains de haut-parleurs dans le but d'envoyer des avertissements, des rappels urgents ou des injonctions, hein, puisque c'est quand même le gouvernement chinois. Ils vont par exemple rappeler aux personnes d'avoir une bonne hygiène corporelle, de prendre des mesures de précaution. Ils vont les envoyer vers les hôpitaux, des choses comme ça. Alors, moi, j'avais vu un reportage il n'y a pas longtemps où il rappelait, par exemple, qu'il fallait absolument porter un petit masque là, de protection, des choses comme ça. Donc, c'est un usage des drones là où on l'attendait peut-être pas forcément. Je sais pas à quel point c'est efficace, mais bon, quand on voit les images, en tout cas, ça pourrait être assez... Le but est de repérer des gens qui manifestement ont déjà, en tout cas, une grosse grippe, ou en tout cas ont de la température de manière générale, sans préjuger de ce qu'ils ont, hein, médicalement, parce que peuvent se taper une infection, pas nécessairement d'un virus, mais d'autre chose. Donc, c'est pour repérer les gens qui auraient une température supérieure à 37 degrés, quoi. En gros, c'est un peu ça l'idée. Et puis, surtout, de leur gueuler à la figure, lave-toi, quoi. Enfin, je schématise très fort, mais c'est ce que tu nous expliquais. Reste chez toi, enferme-toi chez toi. Et... Voilà, c'est ça. Ouais. C'est très bizarre, c'est particulier, ce genre de contrôle. On a l'impression d'être dans un mauvais film de science-fiction, vous voyez, truc de film de série B des années 80. Il y a plusieurs mesures discutables. Hein. Oui, c'est vraiment très particulier. Bon, je sais pas ce qu'en pense Sébastien de cette affaire-là. C'est pas la seule vidéo que j'ai vue sur les drones en Chine. Ils en ont d'autres où effectivement ils suivent des villageois. Et là, c'est pas des caméras thermiques, ils suivent le villageois et tu n'as pas ton masque, rentre chez toi, mets ton masque et ils les engueulent assez violemment. Ouais. Et bon, c'est des paysans qui, pour la plupart, n'ont jamais vu un PC de leur vie, et donc voir un drone qui leur dit de rentrer chez eux, et pour certains, c'est un peu compliqué. Pour ça, oui. Ça me laisse un sentiment assez bizarre, en fait. Hein. En même temps, je dis, oui, s'ils veulent, vu la taille du pays, mettre un terme à l'épidémie, la technologie peut y aider, mais si elle t'aide juste à ça ici, qu'est-ce qu'elle fait demain ? Ces drones vont pas rester dans une cave. Ils te montrent en un coup tout l'arsenal qu'ils ont pour pouvoir surveiller leur population. Et là, c'est assez inquiétant. Ils les ont pas construits cette nuit, donc...
Il y a un peu de ça. Alors, voilà, il faut voir... Attention, ce qu'il faut voir aussi, c'est la manière dont ils font la démonstration. Tu as l'impression automatiquement qu'il y a des drones dans toutes les rues, à tous les carrefours. Bien sûr. Là, si ça se trouve, il n'y en a qu'un, et c'est une expérience, et c'est monté en épingle. C'est une démonstration, une communication... Parce que je rappellerai quand même que aussi riche, je mets des guillemets à riche dans le sens en termes d'emploi, de manufacture, etc., aussi riches dans ce sens-là qu'ils le sont, ils font quand même appel à l'aide internationale pour fabriquer des masques, justement, et des produits pouvant les protéger du virus. C'est quand même très particulier. À côté de ça, on a une armada de drones qui contrôlent les températures. Il y a un décalage là-dedans qui est assez surprenant, quoi. Oui, tu as un décalage, mais tu peux avoir une économie qui est largement investie dans une certaine technologie et qui, en même temps, à côté... a pas du tout la possibilité de créer des vaccins parce que ça fait pas partie de son économie. Tu vois, en Belgique, par exemple, on est très bon en médical, on est très bon, on a des énormes sociétés qui sont capables de produire tous les vaccins que tu veux. Oui. Médicalement, on est vraiment très, très avancé. Mais à côté de ça, des usines qui vont construire des drones, là, par exemple, nous, on l'a dans l'os. Oui. Donc, moi, je pourrais comprendre qu'ils aient les moyens technologiques de surveillance, qu'ils les aient ou pas, hein, je ne sais pas s'ils les ont déployés, on n'est pas là-bas, on ne peut pas le dire, et qu'en même temps, ils n'aient pas la capacité, peut-être bêtement, de produire des masques. Ça paraît très couillon, mais ça ne me semble pas impossible. D'accord. Okay. Et inconcevable. Mais pour avoir pas mal de contacts avec, alors pas des Chinois, mais des Thaïlandais qui sont juste à côté et qui sont très proches du milieu chinois, ça se passe pas spécialement bien dans la région. Ouais. Enfin, on en reparlera encore un peu plus tard, je pense, mais tous les Chinois sont interdits de visite. Si on prend la Thaïlande, plus personne qui rentre. Ouais. Et t'as un racisme ambiant qui est vraiment... Et à côté de ça, t'as des Belges, et j'en connais un qui, quand ils toussent bruyamment en rue, annonce clair et fort « Ah oui, ça je reviens de Chine, il fait froid ici, je viens de choper un rhume. » N'est-ce pas, Xavier? C'est quoi ces histoires? Il fait peur aux gens. Alors forcément, après, ils s'étonnent, mais voilà, il faut faire attention, il y a une panique quand même. Et au-delà de ça, pour être un petit peu sérieux 10 secondes, il y a quand même des gens qui en meurent. Donc c'est quand même pas accessoire, quoi. Et puis chez nous, on a une panique qui est maîtrisée parce que bon voilà, on a une information, on a plutôt l'habitude, on nous enseigne de croiser les informations. Oui. On a un discours assez rassurant de la part des autorités. C'est pas le cas dans tous les pays. Hein. Dans certains pays, tu vois un étranger, tu tires à vue. Hein. Oui, il tousse, tu là-bas. Hein. Le monsieur, il est chaud, il tousse. Je te promets, on n'en est pas loin. Hein. Ouais. Enfin voilà, c'est là où la technologie intervient dans ces cas-là, c'est des fois de manière un peu inattendue. Hein. Là, en l'occurrence, c'est un peu inattendu parce qu'on avait déjà vu dans les aéroports effectivement les caméras thermiques qui peuvent, qui permettent comme ça de déceler dans une foule des gens qui ont un peu de température. On peut comprendre l'intérêt de la chose dans ce cadre-là, mais l'histoire du drone qui houspille les gens, c'est quand même un step au-dessus, quoi. N'empêche que, je clôture sur le drone pour moi ici, c'est si les Chinois peuvent m'enfiler un, parce que rien que pour prendre parfois la température de mes gosses et de savoir qu'ils ont de la fièvre sans devoir courir derrière, moi je veux bien. Hein. et donner une pilule au chat aussi, si c'est possible. Voilà. C'est vrai que finalement, on y a pensé plus tôt, c'est vrai que finalement, il y a peut-être une courroie de développement dans le milieu animal, par exemple, ou pour les enfants, tu vois, survoler les écoles. C'est redoutable de précision, hein, s'ils arrivent à faire une différence. Ça a l'air d'être bien foutu. Ouais. Donc, comme quoi, on a fait des progrès aussi en caméra thermique. Hein, je tiens à le rappeler parce que fut une époque où c'était quand même un gros truc à manipuler. Enfin, voilà, on ne va pas polémiquer là-dessus, mais c'était une des news de la semaine et c'est bien de l'avoir relevé aussi. Comme espionnage, alors ça c'est marrant parce que quand j'ai vu le titre, et là je m'adresse à Seb, puisque c'est une news que tu nous rapportes Seb, quand j'ai vu le titre, je me suis dit mais j'ai déjà lu ça quelque part, j'ai cherché dans Google, j'ai pas retrouvé, mais je suis à peu près certain d'avoir vu quelque chose il y a quelques années sur ce sujet. On parle ici de renseignements américains qui ont espionné le monde entier pendant des années, avec l'aide de l'Allemagne, hein. Si je dis pas de bêtises, il s'agit de ça. L'Allemagne, oui. Et ça, cette jonction-là, je me rappelle l'avoir lu quelque part il y a quelques années, donc j'avais pas l'impression que c'était une info super neuve, mais j'imagine qu'il y a de nouveaux éléments à apporter au dossier.
Oui, il y a pas mal d'infos, et quand tu dis, j'ai lu quelques sources, c'est vraiment... les mecs, ils ont réussi un coup de maître. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, hein, c'est le coup du siècle. De la CIA et de la BND, c'est les renseignements extérieurs allemands. Vous m'excuserez si effectivement je me concentre sur la CIA, mais il y a aussi la BND. Et donc c'est cette association-là, moi, que j'avais gardé en tête, c'est pour ça. Ouais, et c'est hallucinant en fait. Les gars, ils ont réussi en 1970, donc il y a 2-3 ans quand même, d'aller récupérer une société suisse. Donc tu fais le cheminement, et tout ça en passant par des fonds dans des paradis fiscaux, hein, pour qu'on n'identifie pas que ce soit évidemment les renseignements. Et donc ils ont racheté cette boîte qui s'appelait Crypto AG, et qui, son nom l'indique, faisait évidemment de la cryptographie, et vendait des petites machines, 2 machines différentes qui permettaient effectivement de faire du chiffrement. Donc voilà, rien de bien méchant, tu mets un fichier, il te le sort chiffré, et la machine te dit « je le fais très vite ». Donc bon, voilà. Donc ils commencent effectivement à vendre pas mal, et les gars, ils ont acheté, on leur retrouve le prix du truc, à peine quelque chose comme 3,5 millions. Donc le tout, la boîte a été achetée pour un pignon de pain, enfin une croûte de pain. Ouais. Et en fait, c'était une des seules boîtes qui proposait ce type de solution. Et donc, cette boîte a vendu sa solution dans le monde entier, donc dans plus de 120 pays, dont l'Iran, l'Amérique latine, l'Inde, le Pakistan, l'Arabie Saoudite, la Libye, enfin tout ce qui était... Même le Vatican. Vatican, tout ce qui aurait pu être, comment dire, hostile aux États-Unis. Ah, oui. Et tout ce qui était hostile aux États-Unis recevait une machine qui permettait à la CIA de rentrer gentiment et de voir ce qui se passait et ce qui était encrypté. Donc le truc n'était pas... il rentrait pas directement sur la machine, mais la cryptographie qu'ils utilisaient n'était pas de qualité suffisante, il y avait des petites failles pour que la CIA ne puisse pas le décrypter. Donc ils savaient, ils disaient « oui, ok, on reçoit le truc, et bim, on le décrypte ». Ce qui a permis aux États-Unis d'être comme s'ils étaient chez eux pendant plusieurs crises, plusieurs prises d'otages. Il y a plusieurs trucs, allez lire les articles de moments où ils ont donc les assassinats de dictateurs en Amérique du Sud en 82, il y avait une prise d'otage à Téhéran en 79, en Iran. Enfin, il y a toute une série de crises où les mecs, ils avaient les infos en direct live, sans problème, et ils ont pu aider quelques pays. Finalement, à un certain moment, ils ont décidé, la BND, de se désengager. C'était en 2004 ou 2008, disant bon voilà, ça sert plus à rien. Et la CIA, il y a encore un peu moins longtemps, disant ça sert plus à rien. La technologie maintenant aujourd'hui permet des trucs qui sont plus sérieux que ce que font cette société, donc on la revend, on la dégage. Mais ils contrôlaient tout, les algorithmes utilisés, les personnes employées, tout était contrôlé par la NSA aussi, et la CIA. C'est génial. En fait, quand tu vois, c'est juste génial comment ils ont réussi à arnaquer tout le monde. Quoi. Oui, on dirait un roman d'espionnage. Ouais. L'opération a été nommée Thesaurus puis Rubicon. C'est les deux noms. C'est un petit peu comme si l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale avait vendu la machine Enigma aux Alliés et que chaque fois que les Alliés tapaient un code dessus, ça envoyait l'information directement à Adolphe. C'est un peu ça. Hein. Oui, c'est exactement ça. C'est dans l'autre sens. Ça. Mais inversé, ça revient au même résultat. Donc il faut quand même être très couillon aussi pour se dire merci pour la machine. C'était vendu par la Suisse. Ah oui, c'est vrai. Donc, vendu par la Suisse. La Suisse, c'était un pays neutre. La fameuse filière Thierry Weber. Voilà. Les mecs, ils ont écoulé des machines venant de la NSA et de la CIA pendant des années. Quoi. Donc, voilà. C'est hallucinant. Oui, ça mérite un film, tellement le truc est hallucinant que ce soit passé pendant autant d'années, parce qu'on parle quand même de 40 ans qu'ils ont fourni des machines au monde entier. Oui, parce que ça prend naissance au cœur de la guerre froide, hein, donc c'est là où quand même la méfiance est top. C'est juste le seul échec, c'est qu'ils ont vendu à tout le monde, sauf la Chine et la Russie. Oui, ça c'est. Donc là, pour le moment, on ne sait pas encore comment, mais ils ont clairement aussi
des sources en chinois aussi. Mais là, c'est pas encore expliqué. Je pense que le problème était d'un côté c'était les caractères cyrilliques et de l'autre côté les caractères chinois. La machine n'était peut-être pas conçue pour ça, tout simplement. Il ne faut fonctionner qu'avec l'alphabet que nous utilisons. Donc si ça se trouve c'est ça. Hein, voilà. Enfin voilà, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. Non, ça c'est une chanson. C'est donc on mettra le lien vers le site de 01net, mais à mon avis on trouvera cette information. D'autres, oui. Ouais, qui vont peut-être dans plus de détails, parce que c'est une enquête assez fouillée, qui date de 2006 quand même, hein, et qui remonte seulement maintenant. Je ne sais pas pourquoi, du coup, elle remonte maintenant. Donc voilà, voilà. Merci pour cette chouette histoire technologique par la même occasion, mon bon Seb. Tiens, justement, on parlait de chansons, on va pouvoir en faire une, peut-être, avec Excel, Xavier. C'est un développeur qui a repris Take On Me avec Excel, donc il joue de la musique avec Excel. Et ça, il faut que tu nous expliques comment il fait. Voilà. Mais on savait déjà qu'Excel, donc ce tableur permet de faire pas mal de choses. Donc il y a les calculs automatiques, des graphiques, des dessins, faire chanter les gens, des bases de données. On a vu des jeux. Enfin, il y a moyen de faire vraiment beaucoup de choses avec ce programme. Et là, il y a un YouTuber, en fait, Dylan Talchif, apparemment, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais qui est un YouTuber musicien qui a créé... Voilà, c'est une insulte. Qui a créé une espèce de boîte à rythme avec Excel. Alors, la boîte à rythme permet... donc, il y a une fonction de lecture, de replay, des boucles du multipiste. On peut régler le BPM, le legato, le swing. Pour chaque piste, il a fait un sous-menu avec la possibilité de modifier l'instrument, le volume, la tonalité. Donc c'est vraiment un petit logiciel pour créer de la musique. Le logiciel, il l'a appelé XL Studio. Ça fonctionne pour le moment, apparemment, de ceux qui l'ont testé uniquement sous Windows. Mais le gars a fait ça de manière assez poussée, puisqu'on peut même exporter la création au format ALS qui est utilisé par le logiciel Ableton, donc qui est un logiciel de création musicale. Et dans la vidéo où il fait la démo de sa création, il a fait une reprise du groupe AA avec le morceau Take On Me, et c'est quand même assez abouti, quoi. Donc c'est assez impressionnant. On sait tous qu'on n'utilise que quelques pourcents de ces logiciels. Il y a des exemples comme ça très amusants avec Word aussi. Mais voilà, ici, le gars fait de la musique avec son fichier Excel, quoi. En gros, il a transformé Excel en séquenceur. Hein, pour ceux qui font de la musique, c'est ça le principe. Et donc, voilà, c'est plutôt malin, c'est bien vu. Je ne veux pas dire que c'est totalement... Il faut voir la vidéo, il faut regarder la vidéo, c'est ça, elle est assez longue d'ailleurs, hein, et dans laquelle il fait la démonstration de sa page Excel. Du coup, c'est plutôt malin, c'est bien vu. Et si ça peut, si certains ont envie de jouer avec ça... Voilà, c'est téléchargeable, il y a moyen. Plus, voilà. Donc, moi, je trouve ça assez amusant quand on détourne comme ça des outils. Je pense que Sébastien est assez friand du genre aussi. Détourner des outils qui au départ n'étaient pas du tout conçus pour ça et en faire quelque chose là, en l'occurrence de musical. Hein, Seb, c'est plutôt bien vu. Oui, quand tu vois les interfaces, ça me rappelle les trucs qu'on avait à l'époque sous DOS ou sous le Windows 3.11 pour faire des fichiers mode. Si tu te rappelles, alors, si vous avez joué avec ça, écrivez-nous, ça nous fasse un petit peu souvenir, tu vois. Oui, c'est ça. C'est une petite larme, du coup. Une petite larme. Il y en avait un autre, mais je pense qu'on en a déjà parlé il y a longtemps, qui avait fait un truc comme ça, avec des lecteurs de disquettes. Je trouvais ça aussi assez hallucinant. Oui, qui faisait de la musique en jouant sur les fréquences et les imprimantes aussi. Il y a eu des imprimantes matricielles, on faisait des concerts d'imprimantes matricielles, et c'était la musique de Star Wars, si je me rappelle bien, qui avait servi de démo. Et c'était juste des imprimantes qui, quand elles faisaient un I, faisaient un son qui n'était pas le même son que quand on faisait un O, et donc voilà, c'était assez rigolo. Il faut avoir l'oreille un petit peu affûtée aussi pour pouvoir le réaliser de manière intéressante. Comme chaque fois, hein, je le dis, je le répète, on vous met le lien, évidemment, sous cette vidéo ou sous la description de ce podcast. Évidemment, chaque fois, on vous met les liens de tout ce dont on vous parle chaque semaine, comme toujours.
F comme femme, c'est la journée internationale des femmes dans la science en ce 13 février 2020. Je le disais en préambule, c'est aussi la journée internationale de la radio. Voilà, il y a des journées internationales d'à peu près tout aujourd'hui. Mais ici, le sujet nous touche un petit peu plus que d'autres parce que c'est l'occasion de mettre en avant des femmes scientifiques peut-être méconnues. Alors, je suis désolé, je vais te corriger, mais si je le fais pas, il y en a d'autres qui le feront. C'était la journée internationale des femmes dans la science. Oui. C'est pas le 13, c'est le 11. Ah, d'accord. Donc, c'était il y a 2 jours. C'était il y a 2 jours. Voilà, c'était cette semaine. Il y a 2 jours, on l'a raté, c'était cette semaine. Et effectivement, je trouve ça assez amusant parce que voilà, on n'en est pas non plus des milliers de femmes dans la science, comme il n'y en a pas des milliers dans ce podcast, ni dans nos auditeurs. Et c'est pas faute d'avoir essayé, et de continuer. Je profite de l'occasion pour le répéter. Si vous avez envie de participer au podcast Les Technos avec ces 2 gaillards, mais pas que eux, évidemment, il y a de la place pour des chroniqueuses aussi parmi les Technos, et vous êtes les bienvenus, donc n'hésitez pas à nous le faire savoir en m'envoyant un petit mail à équipe@lestechnos.be. Voilà qui est dit une fois de plus. Voilà. Et mon voyage en Chine, c'était une blague. Oui, c'est ça. Et on fait tout par Skype, vous inquiétez pas. Donc voilà, Seb, continue. Voilà, et donc c'est un communiqué que j'avais reçu ici pour me sortir rappeler le truc, et il mettait à l'honneur 4-5 femmes en technologie, et je trouvais ça assez sympa aussi. Je vais me remettre sur les copions pour les trucs, parce que je veux pas de dire trop de boulettes ni sur les noms ni sur ce qu'elles ont fait. Alors évidemment il y en a une que tout développeur connaît, c'est Ada Lovelace. Alors, on avait consacré un hors-série cet été avec Marc. Voilà, c'est une des grandes dames dans l'informatique, hein. La première à faire de la programmation, mais on parle de 1815, hein, donc c'est pas tout jeune, hein, donc ça c'est un des noms qu'on apprécie tous. Puis il y a Sir Mary Kenneth Keller, voilà, dont on a probablement moins entendu parler, qui elle était la première femme à obtenir en 65 un doctorat en informatique, donc voilà, et qui a aidé à développer le BASIC. Je ne la remercierai pas pour ça, parce que c'est pas le meilleur langage au monde, mais voilà, c'est la première femme à avoir eu un doctorat en informatique. Voilà, et puis il y en a d'autres, les noms, c'est Shafi Goldwasser, voilà, qui elle a énormément travaillé sur la cryptographie. Là, je vous invite à rechercher son nom, parce que déjà j'ai du mal à prononcer son nom, et je suis pas tout à fait sûr non plus de comprendre ce qu'elle a fait. Donc c'est des grandes femmes, on comprend pas toujours non plus, hein. C'est cryptique. Je ne ferai pas de mauvais humour en parlant un numéro sur les femmes, c'est pas le bon moment, hein. On fera ça après. Alors il y a aussi Eddie Lamar, je sais pas si tu vois, c'est une actrice hollywoodienne. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Voilà. On a failli d'ailleurs faire un série. Tu sais ce qu'elle a fait, elle était dans, je ne me rappelle plus très bien, mais on avait failli faire un série sur Eddie Lamar également cet été, puisqu'on avait fait des hors-séries sur des personnalités justement qui avaient influencé les nouvelles technologies. Elle, je ne sais plus ce que c'était, rappelle-le-moi. Eddie Lamar. C'est quelque chose qu'on utilise tous aujourd'hui abondamment. Elle a travaillé sur une technologie qui permettait de manipuler les fréquences radio à intervalles irréguliers pour créer un code incassable. Alors comme ça, vous dites « ouais, ok, d'accord ». C'est la base de quoi aujourd'hui? Le Wi-Fi, le GPS et le Bluetooth. Donc voilà, sans la petite dame, Wi-Fi, pas de Wi-Fi. Ouais. Donc merci madame pour le Wi-Fi. Hein, oui. Et alors la dernière qui était ici dans ma petite liste, c'est Katharina Fake. Alors ça c'est pas, tu vois pas non plus? Celle-là elle est plus contemporaine. C'est pas loin, tu vois, c'est pas loin. Hein. Elle a inventé Flickr. Ah oui. Elle a co-inventé Flickr. Voilà. Donc voilà, et puis après elle était un grand poste chez Yahoo, mais il y en a eu d'autres, hein. Il y en a eu plein d'autres, il y a plein de femmes dans le milieu, oui. Mais malgré tout, et c'est l'occasion aussi de le rappeler, et c'est l'UNESCO qui le rappelle justement à la faveur de cette journée internationale des femmes dans les sciences, c'est qu'il y a moins de 30% des chercheurs dans le monde qui sont des femmes, bizarrement. Oui, les autres, ce sont des trouveuses.
C'est n'importe quoi. Mais, donc voilà, c'est bien quelques chiffres de temps en temps comme ça pour remettre les choses dans le contexte. On a mis le lien là aussi vers le site de l'UNESCO qui reprend un peu tout ce que tu viens de dire, avec les différents programmes de développement, etc., qui vont autour de ça, des études, d'aider certaines femmes et certains même pays, certains jeunes de manière plus générique, à accéder aux études, aux hautes études, pour pouvoir être les chercheurs de demain et les trouveurs et les trouveuses de demain, ce qui est bien aussi, finalement. Hein, c'est important. On va verser une larme. Oui, mais on n'est pas loin. Allez, on va voir si avec le sujet suivant, on y arrive. Ah oui. Ça, c'est le jugement de valeur à la con. Oh là, ça c'est vraiment triste alors. Hein. Oui. le Mobile World Congress qui se tient à Barcelone chaque année fin du mois de février. On s'y attendait un tout petit peu cette semaine. Hein, ça commençait à sentir mauvais. Xavier a dit « Je viens cette année ». Et voilà le résultat. Xavier, il n'y aura pas cette année de Mobile World Congress. C'est ça l'idée en fait. C'est bien ça. Donc, il devait se tenir du 24 au 27 février à Barcelone, mais il a été annulé à cause des inquiétudes suscitées par le coronavirus. Je vais y arriver. Donc, d'habitude, il y a environ 100 000 visiteurs du monde entier qui viennent là. Cette année, on s'attendait à avoir pas mal d'intérêt autour de la 5G, notamment pour relancer le marché des appareils mobiles. Et après que plusieurs annonces aient été faites d'exposants qui ont décidé de se retirer de l'événement. Ils avaient la GSMA, qui est l'organisateur, avait d'abord annoncé qu'elle voulait maintenir l'événement en interdisant, par exemple, la venue de visiteurs ou d'exposants qui viennent de la province de Hubei. Mais ça n'a pas été suffisant pour que, d'une part, les visiteurs évitent l'événement, mais aussi, on a eu LG dans un premier temps qui avait annoncé qu'elle allait se retirer de l'événement. Puis il y a eu Ericsson, AT&T, Sprint, Cisco, Intel, Nvidia, plus récemment Nokia, donc quand même tous des grands noms. Et donc finalement, ils ont annoncé qu'il y aurait pas que l'événement était annulé. Alors, je pense que pour les grands acteurs, c'est pas dramatique puisqu'ils ont les moyens d'organiser eux-mêmes leur communication en créant leurs propres événements ou bien par les différents médias. Mais c'est ici surtout les petits fabricants en fait qui sont pénalisés parce que pour eux, le fait d'avoir une présence sur ce salon leur assure une visibilité et une exposition à différents journaux, médias et autres qui est énorme et qui n'est pas facile. Ah, ça arrive de temps en temps aussi. Facile à avoir sans friser. Voilà, sans friser, c'est sans difficile. Mobile World Congress. Et puis il va falloir friser. On vous explique, hein, pour ceux qui ont l'image, ils ont compris évidemment, mais ceux qui nous écoutent, c'est que là, Xavier a frisé, comme on dit, c'est-à-dire qu'il est bloqué quelque part dans les méandres de l'internet. Ce sont des choses qui arrivent régulièrement avec Xavier, beaucoup plus avec lui qu'avec d'autres, bizarrement, hein, Sébastien, mais ça arrive quand même. Donc on suppose. Moi j'ai du câble, hein. Oui, on peut tirer un câble. Que dans le câble. Hein. Voilà, c'est ça. Donc j'aime bien le Wi-Fi, mais non. Donc Xavier, je ne sais plus où tu t'es arrêté, mais on a terminé ta phrase et on suppose que tu disais que ça n'avait pas été. C'était plus difficile pour les petits, quoi. Voilà, c'est ça. Plus difficile pour ceux qui ont moins de visibilité. C'est un peu ça c'est ça. Ouais. En gros, c'est ça. Voilà, ça comme ça. Ceci étant dit, c'est vrai que le Mobile World Congress, pendant le salon lui-même, on apprend peu de choses. Tout est présenté dans la semaine qui précède, en général, dans des conférences, des keynotes, etc., par les grandes marques. En général, quand ils ont un truc à annoncer, c'est à ce moment-là qu'ils le font. Et donc, on se doute bien que, du coup, ils vont le faire en vidéoconférence. Je le voyais encore aux informations télévisées il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques heures, justement, que apparemment, ça allait peut-être développer aussi ce problème de déplacement, de voyage avorté, etc., de développer justement les solutions de téléconférence et de réunions à distance. Donc voilà, il faut prendre les choses comme elles viennent et être plutôt positif de ce côté-là. Ici, ça va être difficile quand même, enfin, effectivement, pour les petites marques, les petits exposants qui avaient prévu d'être visibles justement et
mis un petit peu dans la lumière pendant ce petit laps de temps. C'est un petit peu dommage pour eux. On espère qu'ils trouveront d'autres solutions pour se faire connaître, reconnaître. Il y a d'autres salons dans l'année qui permettent aussi d'être au contact, on va dire, de la presse et des utilisateurs. Je crois que Sébastien voulait rajouter un truc, j'avais eu un doigt se lever. Ouais, non, tout à fait, oui. Ouais. C'était pas juste pour prendre la température. Non. Voilà. Il fait chaud. Ouais, bon, ça va, c'est des LED. Ouais. Et non, alors, évidemment, qu'il l'annule, bon, j'y allais pas, tant pis, tu vois, donc on s'en fout, personnellement. Mais je trouve ça con qu'ils aient pas profité de l'occasion, en fait. Profiter de l'occasion, je veux dire, pourquoi? Pour remplacer cet événement physique par un énorme événement virtuel qui aurait permis à la planète entière de suivre tous les lancements, avec un temps de parole plus long pour des grandes marques, mais en laissant aussi la possibilité à les plus petits d'avoir aussi leur petite présentation. Surtout que c'est un truc technologique. Oui, c'est ça, en plus. Il y a des couillons qui font un truc qui s'appelle le live et le font comme des pieds, et ne toussent même pas, tu vois, alors que ceux-ci pourraient proposer, on va dire, un flux live permanent, un espèce de gros event avec 2-3 jours, avec des keynotes, avec des présentations bien animées, bien dynamiques, tu vois, un truc un peu sportif, quoi, un peu fun. Mais non, là ils le font pas. C'est vraiment dommage quelque part, parce que c'est vrai que on l'a déjà vu, hein, avant le CES ou avant le Mobile World Congress, comme avant, à l'époque, le CeBIT et des trucs comme ça, t'avais des présentations, des petites keynotes, des gens qui s'essayaient, enfin des marques qui s'essayaient un petit peu à ce que faisait Apple en forme de keynote. C'était le cas, entre autres, de Samsung, mais ça je propose qu'on en reparle. Puisque nous sommes à la lettre S comme Samsung, et que du coup, il lâche l'info, il lance leur nouveau modèle, le nouveau flagship, comme on l'appelle, le S20 et le S20 Ultra, Sébastien, ce sont les deux nouveaux modèles proposés par Samsung, et on se doute, ou les trois nouveaux modèles, proposés par Samsung, on se doute qu'ils allaient profiter du Mobile World Congress pour le mettre en évidence. Non, en fait non, c'est prévu depuis un certain temps. La conférence était là début février, une dizaine de jours avant le Mobile World Congress. Samsung l'a toujours fait, ils ont toujours grillé la politesse, et donc c'était prévu. Et c'est pas les seuls, donc effectivement, comme tu dis, il y a probablement d'autres conférences qui vont arriver dans les prochains jours. Ils avaient prévu le coup, et on est sur 3 nouveaux téléphones, enfin plus, mais si on suit le S10 qui est devenu le S20, tu as le S20, le S20 Plus et le S20 Ultra. Alors que dire sur le téléphone, on a déplacé l'appareil photo avant du côté vers le milieu, voilà, ça c'est fait. On a abandonné le côté incurvé, donc Samsung était très très fier de son côté incurvé de ses téléphones. Finalement ils se disent non, ça on abandonne. On invente le plat. Le plat, oui. C'est genre, le truc marketing, on vous a fait l'incurvé, maintenant on a trouvé la solution pour le faire plat. C'est incroyable, hein. Ça me fait penser à Apple qui avait fait, qui avait annoncé l'iPhone comme étant super pratique parce qu'il avait un tout petit écran tout fin et qu'on pouvait accéder. Et puis quelques saisons après, c'est un tout grand. Oui, les arguments et contre-arguments, c'est dans ce genre de domaine, il faut s'étonner de rien, quoi. On s'en fout. Oui, ils s'en foutent. Mais regarde, ils avaient dit il y a plus de clapets qui se ferment et maintenant tout le monde veut faire des écrans pliants. Donc voilà, c'est exactement la même chose. Oui, continue, Seb. Oui, mais en fait, je vais continuer, mais pas très longtemps. Je vais pas lire toutes les specs parce que les specs. Non. Voilà, c'est un nouveau processeur, beaucoup de RAM, beaucoup de machin, tout le bazar. Il y a un truc intéressant quand même, c'est leur capteur 108 mégapixels, mais qui est limité au S20 Ultra. C'est pas le seul, il y a d'autres marques qui font du 108 mégapixels, donc ne vous ruez pas sur le S20 Ultra pour ça. Si vous voulez vraiment de ce gros type de capteur, ce qui permet des zooms magnifiques, donc effectivement sur l'appareil photo, voilà, ils ont mis le paquet parce que selon eux et selon les recherches, la plupart des gens quand ils achètent leur téléphone, ils regardent l'appareil photo. C'est pas faux, c'est vrai que pour la plupart des gens maintenant, c'est leur appareil photo de base et ils en ont même plus d'autres. Donc c'est vrai que c'est un point. Là, c'est un petit peu poussé le bouchon un peu loin, Maurice.
On est quand même sur du téléphone, le S20 classique, qui est quand même entre 900 et 1000 boules. Le S20 Plus, qui est un tout petit chouïa plus grand, on commence à 1000, 1200, ça dépend si tu veux la 5G ou pas. Parce que oui, la 5G, c'est une option. Sur les deux. Tu le prends, voilà, faut pas déconner non plus. Et puis le S20 Ultra, qui lui est encore un tout petit peu plus grand, on est sur du 6,9 pouces. Donc 7 pouces, tu as déjà intérêt à être assez costaud pour pouvoir le mettre dans ta poche. Là, tu vas avoir une crampe du pouce violemment. Mais c'est lui qui a le 108 mégapixels, un frontal en 40 mégapixels, du délire. Et là, on est quand même à 1350 boules. Là, je sais plus que dire parce que mon portable me coûte moins cher que ça. C'est ça, alors, bon, oui, c'est vrai, ça filme en 8K. 8K. 25 secondes. Oui, ça fait plein de trucs, c'est génialissime. Mais... Voilà, c'est un condensé de technologie, on peut pas dire le contraire, ça c'est vrai, et ça fonctionne probablement très très bien, mais qui a besoin de ça? Enfin, c'est de nouveau, moi c'est comme quand on parle d'une Porsche ou d'une Ferrari qui est capable de monter à 300 km/h, oui, mais où tu l'utilises quand? Personne n'a besoin de ça. Faut arrêter avec ce délire. Déjà les gens n'utilisent que 10% des ressources de leur ordinateur. Alors ce machin-là, on va dépenser plus de 1000 balles pour ne utiliser que 1 ou 2% des ressources de l'appareil. Tu vois, j'ai l'impression, moi. Après, il y a peut-être des gens qui sont vraiment branchés technologie, qui utilisent toutes les fonctions tout le temps à fond. J'ai un petit doute. Non, là, ça devient assez violent. Et puis après, tu as une différenciation de prix entre ce que fait Samsung, Apple, Samsung s'est gentiment aligné sur le pricing Apple, oui. Qui monte un petit peu le cran chaque année. Peut-être que d'ici 2-3 ans, on aura le téléphone à 2500 €. Je ne m'étonnerais même plus. Et à côté de ça, tu as des marques un petit peu moins... Enfin, ils sont dans le top 10, mais moins mainstream, où tu vas avoir la même chose pour la moitié du prix. Oui. Sur 400-500 balles, tu peux comprendre qu'un téléphone, ça va encore, tu peux le remplacer tous les ans, tous les 2 ans, ça dépend de ton utilisation. 1500 balles le téléphone, j'ai peur de le sortir de ma poche. Oui. Alors, on parlait avec Xavier. Il est tout autant dépassé après... Je dirais, il est tout autant dépassé après 2 ans. Donc... On est d'accord, probablement. Peut-être moins vite par rapport à la moyenne des appareils, mais force est de constater qu'on sortira... Même pas, parce que souvent c'est lié, c'est lié aussi à la durée de vie de l'OS et des mises à jour qui sont adaptées. Et que tu as un téléphone à 2000 balles ou que tu as un téléphone à 200 €, les mises à jour, elles vont durer... à peu de choses près, si ce n'est que certains garantissent un peu plus longtemps, mais c'est lié à l'OS, quoi. Xavier, ce que tu disais hors enregistrement, avant qu'on enregistre, on peut le répéter ici, et ton argument tient la route aussi, et je tiens à le signaler. C'est de dire, c'est quand même un ordinateur de poche, et moyennant un interfaçage avec un écran plus grand, un clavier, etc., ça pourrait être l'ordinateur personnel de monsieur et madame tout le monde. On avait déjà évoqué ça, Sébastien. Oui, Motorola avait fait ça, on a parlé il y a des années. Force est de constater que la sauce n'a jamais vraiment pris. Asus avait aussi une solution qui allait dans ce sens-là, avec une tablette, si je ne dis pas de bêtises. La sauce n'a jamais vraiment prise, et même 1200 €, même pour un petit ordinateur personnel, ça reste cher. Voilà. C'est bizarre. Enfin, le positionnement est bizarre. Mais là, je pourrais plus comprendre. Si effectivement, ça me choquerait moins si je peux le mettre dans mon laptop. Parce que mon laptop, au final, c'est un usage de quelque chose. Oui, en fait, c'est un clavier avec un grand écran. Oui. Et un trackpad. Le reste à l'intérieur, ça a la puissance du téléphone. Mon téléphone est plus puissant que ce qu'il y a sur mon... Oui, c'est pour ça que ça se justifiait. C'est pour ça que j'en parlais. Xavier avait raison de le signaler. Mais maintenant, il faut avoir l'usage de ce type d'ordinateur. Moi, par exemple, j'ai pas besoin d'un ordinateur de ce calibre-là. J'ai besoin d'une machine robuste pour faire de la vidéo, du son, etc. Pas de ça. Donc, mais je peux comprendre que quelqu'un qui a une petite économie d'échelle à faire, plutôt que d'avoir un ordinateur et un téléphone, d'avoir un tout en un qui permettent de faire les deux, et donc ça rétablirait un tout petit peu, pas complètement, mais le tarif deviendrait un petit peu plus abordable et intégrable, on va dire. Xavier. Ouais, parce que attention, il y a des téléphones maintenant qui sont plus puissants que certains laptops.
que des gens utilisent au quotidien, quoi. Bien sûr, donc, bien sûr. Oui, c'est ce que Sébastien disait. Mais voilà, ici, c'est pas ce qui est proposé. Hein. Ce qui est proposé, c'est un super appareil photo, une super caméra vidéo. Alors, je sais pas combien de temps tu vas pouvoir enregistrer en 8K, mais ça, c'est un autre problème. 25 secondes. C'est pas beaucoup. Donc voilà, mais je sais pas, je suis dubitatif. Je pense que moi, personnellement, qu'on n'a pas réellement besoin de ce type de produit. Maintenant, si les gens ont envie de dépenser des sous là-dedans, voilà, chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Hein, c'est pas moi qui vais critiquer, mais je trouve ça bizarre, vraiment. Bon, maintenant, c'est le flagship de Samsung. Oui. Et ils sont pas obligés d'en vendre beaucoup, et voilà. Oui, et je m'en serais voulu ils vont en vendre passer beaucoup. à côté de l'annonce. Oui. Tu crois qu'ils vont en vendre Bah oui, ça, à chaque fois. Oui, en vendre beaucoup, j'ai aucun doute. Ouais. Aucun doute. D'accord, ok. Donc, S20, hein, maintenant on passe les dizaines. On est arrivé là, on a compris, c'est S20, S20 Ultra. Il y avait aussi d'autres appareils, mais ça tu les as pas évoqués parce que, voilà, eux sont abordables et se retrouveront dans la poche d'à peu près tout le monde. Du coup, on n'en parle pas. C'est ça aussi. Salaud. Non mais c'est vrai. On a parlé de la 5G, on a passé voilà. Écoute, on en revient au téléphone à clapet. Ben voilà, c'est le téléphone d'il y a 20 ans. Je peux le ressortir de mon armoire. Voilà. Je l'ai encore. Par contre, il y avait les écouteurs aussi. On en a pas parlé. Ils ont sorti aussi une paire d'écouteurs un peu à la manière d'Apple, hein, des écouteurs Bluetooth. On n'en parlera pas non plus parce que voilà, quel est l'intérêt de ce machin-là si c'est pour y accrocher quand même un fil pour pas les perdre. Je fais mon grognon, mais voilà, ce genre de technologie-là, moi j'ai un peu du mal. Voilà, c'est tout ce que vous pouvez dire sur le sujet. Si vous avez de votre côté d'autres conclusions, on est tout à fait prêt à les écouter. Il n'y a pas de souci et à les partager même. Donc n'hésitez pas à nous les glisser en commentaire. On s'en fera l'écho au besoin, sans aucune difficulté. Elle est traitée comme typo, c'est une news qui nous a été communiquée par Benoît. Qui était parmi nous la semaine dernière. T comme typo, Xavier, de quoi s'agit-il ? Ouais, alors dans mes petites notes, j'avais justement merci Benoît pour cette petite news. Moi, je suis assez fan des news de Benoît. Où on montre que la technologie peut non mais que la technologie peut aider un petit peu certaines personnes et donc. Ici, en fait, on va parler de Luciole, qui est une police qui a été développée pour des personnes malvoyantes. Donc, on sait qu'une police, elle doit être graphique, elle doit avoir un impact visuel, mais on sait aussi qu'une police est parfois développée pour remplir certains objectifs. Donc, on pourrait citer, par exemple, il y a le Century Gothic qui a été détecté comme étant une police qui consomme moins d'encre et donc qui peut faire des économies. Il y a des polices qui ont été développées pour les personnes dyslexiques. Et maintenant, Luciole, c'est une police qui a été développée pour les personnes malvoyantes. C'est le fruit de 2 années de collaboration entre le Centre technique régional pour la déficience visuelle et le studio typographie.fr. Ils ont reçu également une bourse de la fondation suisse CERES et l'appui d'un labo de l'université Lumière Lyon 2. Ça a été pensé autour d'une douzaine de critères qui font que la police est optimisée vraiment pour améliorer l'expérience de lecture des personnes malvoyantes. Alors, en gros, on peut voir, il y a la structure des lettres qui a été bien pensée, il y a l'encombrement des mots, c'est-à-dire le fait que les mots, les lettres ne se chevauchent pas trop les unes sur l'autre, ne soient pas trop entassées, il y a l'espacement réellement, et Luciole contient 700 signes dans toutes les variantes, donc il y a italique, bold, régular, et ça permet d'écrire pratiquement toutes les langues européennes. Ils ont également pensé à mettre des symboles grecs et mathématiques pour que les notations scientifiques jusqu'au niveau baccalauréat soient possibles. Et alors la petite cerise sur les gâteaux, c'est que c'est une police qui est complètement gratuite, même pour un usage commercial, et donc tout le monde peut la télécharger, la partager, l'utiliser librement.
Eh bien voilà un sujet qu'on aurait pu aborder avec notre interlocuteur, celui dont je parlais au tout début de cet épisode, quand on parlait des hors-séries qu'on va vous proposer prochainement, puisqu'il s'agit de hors-séries consacrées aux technologies, aux services des personnes malvoyantes ou non-voyantes, ou en tout cas déficientes visuelles. C'est un des sujets qu'on aurait pu, Sébastien, soyons clairs, tout à fait aborder avec David, notre interlocuteur, que vous découvrirez donc dans les prochains jours ou semaines. On va voir un petit peu, ça va s'organiser, parce que c'est enregistré depuis maintenant mois de janvier, mais ça demande un petit peu de préparation. Donc c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas abordé avec notre consultant, on va dire, Sébastien. Non, effectivement, mais parfois tu vois des trucs aussi couillons, tu n'y penses pas en fait. Non. Tu vois, le font, ça fait quand même des années qu'il y a des dizaines de fontes sur nos machines, et c'est la première fois qu'on en étudie un spécifiquement pour les malvoyants. Donc il y en a plein d'autres qui n'y ont pas pensé non plus. Certainement. Donc c'est parfois des trucs aussi cons. Et quand tu regardes le font, pour ceux qui n'ont pas l'image, honnêtement, c'est une très belle fonte. Ouais. Qui est voilà. Donc tu ne vas pas casser ton design en utilisant un Luciole. Donc et quand je la regarde, parce que j'ai en face de moi différents moniteurs, dont un plus petit que les autres, et c'est vrai qu'on gagne en lisibilité sur la fonte Luciole par rapport à une Arial classique, qui reste lisible aussi, mais plus lisible que Arial. Il est maintenant... oui, tu vois, le L, parce qu'on a tout petit, le L est plus lisible, parce qu'il est un petit peu plus large, tu vois, le point sur le I est vraiment bien marqué. Enfin voilà, ça a l'air de rien. On pourrait même la lire dans le noir. Oui, c'est vrai, mais d'ailleurs, la page qu'on vous propose, sur laquelle il est possible de télécharger d'ailleurs la fonte, il y a possibilité de la tester in situ sur le site. Donc voilà. Comme quoi, les hors-séries qu'on va vous proposer ne seront pas exhaustifs, loin s'en faut. Il y a plein de choses à dire sur ce sujet, mais on aura au moins l'avantage d'avoir, on va dire, esquissé deux, trois idées intéressantes, Sébastien. Je pense qu'on peut pas en dire plus maintenant, parce que voilà, on a déjà dit beaucoup. C'est pas non plus un énorme événement, soyons clairs. C'est cinq thématiques que tu as abordées avec notre consultant, appelons-le comme ça, et c'est supposé, en tout cas, intéresser aussi les gens qui voient correctement ou qui pensent voir correctement, que ceux qui, eux, ont plus de difficultés, et chacun développe un petit peu ses techniques et trouve le moyen par la technologie de s'aider. C'est ça. C'est ça, c'est un petit peu s'ouvrir sur le monde, sur le monde des handicapés visuels. Voilà. Et donc, voilà, c'était un peu le but. C'est un peu le but, et on en reparlera, donc forcément. On en était où? On était là, donc ce que je peux faire, c'est ça. YouTube, Y comme YouTube, on parle de YouTube dans cet épisode, et des enfants influenceurs plus particulièrement. On sait qu'il y a tout un débat autour de ça, on sait que YouTube, Google a mis en place aussi quelques possibilités d'encadrer en tout cas la présence d'enfants ou la destination des vidéos que l'on produit pour YouTube vers les enfants ou non, mais ce n'est pas de ça dont il s'agit. Ici, il s'agit d'encadrer réellement les enfants influenceurs par une loi, et ça, c'est plus proche de nous. Oui, et c'est une loi qui a été votée, adoptée, parce que c'est en France, le 12 février à l'unanimité. Donc effectivement, voilà, ça c'est dit. Et je trouve ça une excellente nouvelle, parce que maintenant on a effectivement un cadre, et c'est pas juste le Far West. Donc c'est effectivement, vous avez je ne sais combien d'enfants qui apparaissent dans des vidéos. Voilà, parfois, je ne critique pas, ça sont positifs, il y a plein d'enfants certainement qui s'y amusent, mais comme dans toute activité, il y a des dérives, et il faut pouvoir protéger les dérives vis-à-vis de nos pauvres petits-enfants là-dessus, parce que aujourd'hui, les revenus qui sont générés par ces vidéos, ça ne va pas aux enfants, ça va aux parents. Oui, et ça, donc, c'est pas... Voilà, on va sur un comportement qui peut être parfois un peu couillon, de pourquoi est-ce qu'on va l'emmener à l'école, plutôt on va faire une vidéo, on va gagner un peu d'argent, mais c'est pas bon pour le gosse à long terme. Alors ici, on revient sur des trucs qui existaient sur le monde de l'art classique, les enfants artistes.
les enfants artistes qui, s'ils génèrent de l'argent, ben, l'argent va pour l'enfant, il est bloqué sur un compte jusqu'à sa majorité. On est obligé de respecter des maximums de temps de travail, entre guillemets. Donc, il doit pouvoir continuer à être scolarisé, etc., etc. Donc, il y a toute une série de balises qui sont faites, et une balise supplémentaire qui n'existait pas dans le milieu artistique, c'est le droit à l'effacement. Le droit à l'effacement ici est écrit aussi en disant, ben voilà, la plateforme, et c'est la plateforme qui a cette obligation, la plateforme doit non seulement pouvoir contrôler le timing qui est passé par l'enfant pour faire ses vidéos, mais en plus proposer un service de droit à l'effacement quand il en a envie, en se disant, ben voilà, je suis plus grand, les trucs que je faisais à jouer au Lego quand j'avais 5 ans, faut arrêter les gars, on supprime. Donc voilà, tout ça me semble très naturel et même très étonnant qu'il n'ait pas été légiféré plus tôt. Parce qu'il y a eu s'il y a des lois maintenant pour plutôt ça, j'ai pas envie d'être positif aussi, c'est parce qu'il y a eu des dérives. Ça paraît assez évident, c'est que dès le moment où une chaîne YouTube, mais ça c'est vrai pour tout le monde, dès le moment où vous avez une chaîne YouTube, mais ça peut être un blog, ça peut être un site internet, peu importe, mais qui fonctionne et qui rapporte de l'argent, on a envie de produire plus, et parce qu'on sait que quand on produit plus, on gagne plus. Mais là, c'est l'outil, la cheville ouvrière du truc, c'est l'enfant. Et là, c'est là qu'il fallait mettre là ou là, et dire attention, on fait pas n'importe quoi. Il y a vraiment, voilà, il y a un respect pour l'enfant aussi à avoir. C'est même si le gamin ou la gamine, ça l'amuse certainement de faire des vidéos, et c'est ludique aussi, faire des vidéos, etc. Si derrière il y a du commerce, c'est un autre business, justement, c'est le cas de le dire. Dans le milieu artistique, c'est compris depuis pas mal d'années maintenant. J'ai pas les dates en tête, mais ça remonte quand même à pas mal de temps. Dans les enfants au théâtre ou au cinéma, par exemple, il est pas rare que, par exemple, une pièce de théâtre soit jouée pendant toute une saison, mais c'est pas toujours les mêmes enfants qui jouent dedans. Il y a une tournante pour leur permettre justement d'être scolarisés et de ne pas travailler après certaines heures le soir et des choses comme ça. Voilà. Donc ça, c'est plutôt bien, c'est bien vu. Maintenant, il faut voir comment va s'opérer les contrôles, parce que dans le milieu artistique, on est sur des plateaux de cinéma, à la télévision, sur des scènes de théâtre, etc. Ici, les vidéos, elles sont tournées dans l'intimité familiale le plus souvent. Comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là ? Ça va être un petit peu plus compliqué quand même à contrôler, quoi. La demande de la loi, c'est de mettre cette contrainte au niveau de la plateforme. Donc c'est du YouTube qui va devoir, lui, faire le gendarme pour dire ok, t'as mis autant de vidéos, ça fait autant d'heures, tu peux pas le dépasser, il faut arrêter. C'est louche, ouais. Donc je pense qu'ils n'ont pas beaucoup de choix. Je pense que les autres pays vont suivre, ou en tout cas sur des législations similaires ou s'en rapprochant, je pense. Tout le monde a intérêt. Bon, après, ça aurait dû être un truc européen, ça aurait été plus logique, mais ça le sera France, plus vite, ça le sera peut-être. Ouais. Parce que bon, voilà, c'est assez logique. Et je pense, je voulais pas non plus crucifier les parents qui le font, pour la plupart, ils le font certainement avec une bonne foi, mais au moins maintenant il y a un cadre et ils savent ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Oui, c'est pas des jouets avec, enfin, je veux dire, c'est pas des marionnettes ou quoi que ce soit, c'est des êtres humains, donc on fait pas n'importe quoi. Voilà, c'est une bonne chose de fait. Donc Xavier, fini avec les petits. Plus de chaîne YouTube. Tu voulais, mais non, on peut plus. Donc voilà, c'est pour rire, évidemment. Ça pourrait être mal compris. Non, mais non, je parlais de YouTube. On parlait de... C'est YouTube. Oh là là. Bah oui. On parle de YouTube. Voilà. On est à la lettre quoi ? Ah oui, il y a W déjà. Donc le oui mais non. Ben voilà, oui mais non. Dernier sujet de l'épisode 245. Xavier, Amazon raconte des histoires d'amour pour la Saint-Valentin. J'avais dit qu'on parlerait pas de la Saint-Valentin, et pourtant, si, un petit peu quand même, parce qu'il y a une belle histoire qui se raconte, et ce qui nous rappelle aussi que c'est une fête commerciale. Ouais. Alors c'est marrant, c'est une vidéo que tu as suggéré, pour ne rien cacher, où on voit des robots de la société Amazon avec une petite histoire comme quoi vos commandes sont traitées avec amour par Amazon et qu'il y a une belle histoire d'amour avec les petits robots. Donc on voit ces petits robots qui se baladent. C'est un petit peu
Je sais pas quel est vraiment le but là derrière. Mais en tout cas, ils ont fait un sujet sur la Saint-Valentin avec des petits robots sympas. Ouais. Mais alors, j'ai creusé un petit peu plus loin. Et en fait, dans la vidéo, vers la fin, il y a un lien vers un blog d'Amazon. Et c'est une page où, en fait, Amazon, là je les cite, tient à mettre à l'honneur le personnel d'Amazon via des courtes histoires d'amour qui se sont créées au sein de la société. Alors, là, je rigole un petit peu quand même parce que Amazon est tout sauf réputé pour avoir des personnels ou des employés qui sont très heureux dans la société. C'est même plutôt une des sociétés qui est les moins bien cotées sur ce point-là. Et ce qui est complètement oui mais non, puisqu'on ne peut pas dire l'autre terme, c'est que dans la page, on voit en fait toutes des petites miniatures. Des petites miniatures avec des petites phrases, avec des petits mots et des petites lettres. Voilà, je pense pour avoir vu le truc que c'était des miniatures de petits couples. Oui, c'est ça. Un peu cliché sur Amazon. Tu vois. Je suis nouveau là. Ok. Ouais. Donc, on a fait des miniatures, tu disais. Donc, ce qui est complètement dingue sur cette page, c'est qu'en fait, ils ont pris des clichés vraiment de tous les couples qu'on puisse imaginer. Donc, on voit la petite famille parfaite avec le chien et les enfants. On voit un gros avec une mince. On voit un couple avec un blanc et une asiatique. On voit un grand avec un petit. On voit un couple gay. Donc, c'est vraiment les gros clichés. Et c'est de la... Enfin, voilà, je trouve que le niveau de la com, là, est vraiment pas terrible, quoi. En même temps, il l'aurait pas fait. Tu vois, il n'aurait mis que des couples hétéros, blancs, machin, on leur aurait reproché aussi. Oui, mais vraiment les clichés, quoi. On ne peut plus rien dire quand on dit ce genre de choses. Non mais voilà, mais c'est en même temps, moi je trouvais beaucoup plus rigolo le truc dont on avait parlé la semaine dernière avec Benoît, le site un petit peu parodique d'Amazon, Amazon Dating. Retapez-le dans Facebook, Amazon Dating, vous allez retomber dessus, qui était bien fait, rigolo, et c'était surtout les commentaires qui valaient la peine, qui valaient le détour. Donc voilà, c'est pas Amazon qui l'avait fait celui-là, mais il était rigolo et il avait cet avantage-là. Ici, la petite romance entre deux robots. C'est un peu, il faut un peu, à un moment donné, il faut un petit peu s'arrêter, quoi. Hein. Surtout pour Pixar, quoi. Oui, c'est ça. C'est un peu. Donc voilà, pas super globe. Enfin bon, voilà. En même temps. C'est mignon. Ça marche. Ouais, mais enfin, c'est Valentin, quoi. Voilà. Hein, c'est Valentin. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que cet épisode se termine, mes petits amis. C'est comme ça. Que voulez-vous après autant de temps passé ensemble, il va falloir une fois de plus se quitter pour mieux se retrouver une semaine prochaine. La semaine prochaine, justement, on sera là de nouveau avec le 246e épisode, mais ce seront d'autres chroniqueurs, vous vous en doutez. Parce que ça tourne chez nous, hein, et il faut qu'ils se reposent aussi pour continuer à faire leur petite veille technologique et web et nous rapporter régulièrement les petites news comme celles qu'ils viennent de nous apporter ici dans cet épisode 245. J'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à le faire savoir, dans ce cas, en mettant des pouces sur YouTube, des étoiles sur les applications de podcast, ou en commentant, ou en partageant sur vos réseaux sociaux avec vos amis et vos amis. N'hésitez pas à le faire savoir autour de vous que vous avez trouvé un chouette podcast qui parle technologie autrement que les autres podcasts qui parlent technologie. Voilà, sans dénigrer personne. Je pense qu'on joue la carte de la complémentarité, comme on dit dans ces temps-ci, et on essaye de le faire bien. Merci Sébastien, dans son coin. Merci Xavier, arrête de tousser sur les gens. Il va t'arriver des bricoles. On se dit à très bientôt et passez une très très bonne semaine. Salut.